Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour animer l'atelier qui porte sur le choix de la forme juridique au Maroc. Donc l'objectif de cet atelier est de vous donner un aperçu sur les différentes structures juridiques disponibles au Maroc. Nous allons voir ensemble, Inch'Allah, les caractéristiques de chaque structure, ses avantages, ses inconvénients et l'impact du choix de la forme juridique sur la gestion quotidienne d'une entreprise. Mais pour bien comprendre les différentes structures et les différences entre chaque forme juridique, je vous propose tout d'abord de définir la notion de la forme juridique. Donc la forme juridique d'une entreprise est le cadre légal qui définit sa structure, ses modalités de fonctionnement, ses obligations fiscales et sociales bien sûr, ainsi que la responsabilité des associés ou des actionnaires. Mais pour bien comprendre cette notion et saisir l'importance du choix de la forme juridique, je pense qu'il est très important de définir tout d'abord le cœur de cette structure qui est l'entreprise. Donc, pour vous, qu'est-ce qu'une entreprise? Donc, je définis l'entreprise comme étant une activité économique continue ou répétée exercée par une ou plusieurs personnes qui utilisent des moyens humains, financiers et matériels pour fournir des produits et des services à des clients sur un marché en contrepartie de l'argent qui constitue le bénéfice. Ce bénéfice va être utilisé pour payer les salaires, les cotisations sociales, les impôts, les investissements en recherche et développement et bien sûr la distribution des dividendes. Mais pour bien cerner la notion de l'entreprise, je vous propose les cas suivants. On va déterminer si l'organisation proposée peut être qualifiée comme entreprise. Donc Samy, le premier cas concerne Monsieur Samy, fonctionnaire retraité, qui a acheté un appartement en centre-ville, mais sur les conseils de son ami médecin, il décide de le revendre pour s'installer plutôt à la montagne. Donc, est-ce que cette vente peut être qualifiée d'entreprise à votre avis? Donc, cette vente ne constitue pas une activité économique ou répétée. Elle n'a pas pour objectif de réaliser un profit durable, donc ce n'est pas une entreprise. Le deuxième cas, un groupe de personnes organise des soirées avec location de salles, annonces publicitaires et vente de tickets d'entrée. Donc, c'est une activité structurée, répétitive et exercée dans un marché. Il s'agit donc d'une entreprise. Alors, le troisième cas, Fatima El Hassan aime écrire. Depuis de nombreuses années, il passe leur été à rédiger des livres qu'il publie eux-mêmes et vend en ligne. Donc, c'est une activité qui génère des revenus et il est exercé de manière répétitive. Donc, c'est une entreprise. Alors, une organisation qui met en place pour ses membres et au moyen de leurs cotisations des actions de solidarité, de prévoyance et d'entraide. Dans ce cas, qui est l'absence du but lucratif, donc l'absence du marché. Et non, l'objectif, ce n'est pas la réalisation des profits, mais c'est surtout l'entraide. Donc, on ne peut pas qualifier cette organisation d'entreprise. Donc, après avoir défini la notion d'entreprise, j'aimerais vous poser une question. Selon vous, quelle est la différence entre entreprise et société? Qu'est-ce qu'une société? Et est-ce que pour vous, ces deux termes reflètent la même chose ou il y a des différences entre l'entreprise et la société? Donc, la société est une entité juridique distincte de celle des associés. Selon l'article 982 du droit des obligations et des contrats, la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous les deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Donc, à partir de cette définition, quels sont, à votre avis, les éléments de ce contrat? Donc, le premier élément, c'est les associés. Donc, il y a deux associés au plus, à l'exception de la sarla associée unique qui confie à un seul associé. Le deuxième élément, ils mettent en commun leurs biens ou leur travail. Donc, on parle des apports. Chaque associé doit faire un apport, soit en nature, en industrie ou en numéraire,
Et en contrepartie, il va recevoir des titres, soit des actions ou des parts sociales qui représentent sa participation dans le capital social de l'entreprise. Le troisième élément, pardon, c'est la recherche du bénéfice. Et le quatrième élément, le plus important à mon avis, c'est la volonté de s'associer. Donc on parle de l'intention des associés de collaborer ensemble pour, proposer des produits ou des services en contrepartie du bénéfice. À ce stade, donc, j'espère que les notions de l'entreprise et de la société sont claires. Mais pour rendre cet atelier plus concret ou plus vivant, je vous propose une mise en situation où on va entrer dans le quotidien d'un entrepreneur en quête de la structure juridique idéale pour son projet. Alors, pour l'étude de cas, je vous propose l'exemple de Madame Hiba qui a décidé de démissionner pour créer son propre projet de commercialisation de produits de beauté naturelle. Donc, après 5 ans d'expérience dans un laboratoire de produits cosmétiques. Avec l'aide d'un spécialiste, elle a soigneusement réalisé une étude de marché, elle a préparé les prévisions financières et elle a conçu la stratégie commerciale adaptée à ses objectifs. Et pour choisir le statut juridique le plus approprié à son projet, elle a décidé de se rendre à la chambre de commerce la plus proche de son domicile afin d'obtenir les conseils. Donc, pour faire le bon choix de la forme juridique, la première question qui se pose est si Madame Hiba souhaite entreprendre seule ou s'associer à d'autres personnes. Mais avant de répondre à cette question, Hiba a besoin de connaître les scénarios, ces deux scénarios, et les spécificités de chaque scénario. Donc, on va commencer par l'entrepreneuriat individuel. Selon vous, quels sont les avantages d'entreprendre seul? Alors, parmi les avantages, je peux dire par exemple être indépendant, éviter les conflits entre les associés et les longues réunions de prise de décision, avoir le contrôle total de l'entreprise. Et la cerise sur le gâteau, bien sûr, c'est que tous les dividendes reviennent aux porteurs de projets et ne vont pas être répartis entre les associés. Mais qu'en est-il des inconvénients de l'entrepreneuriat individuel? Maintenant, la charge du travail, le stress, l'absence du regard critique des autres associés et la nécessité d'un capital financier important pour le démarrage. Donc, pour éviter les inconvénients et tirer profit des avantages que je viens de citer, certaines compétences sont requises pour que l'entrepreneur puisse réussir son aventure entrepreneuriale en solo. Je peux dire par exemple avoir une forte capacité du travail, avoir des ressources financières importantes, être motivé et déterminé, avoir un bon réseau, avoir suffisamment d'expérience dans le monde des affaires. Mais je tiens à préciser que ce point n'est pas vraiment une obligation. C'est un plus, mais ce n'est pas une obligation parce qu'on connaît tous des entrepreneurs qui n'ont pas d'expérience dans le monde professionnel, mais quand même, ils ont cartonné, ils ont réussi. Donc, mais l'une des principales compétences, c'est le fait d'avoir le sang-froid et savoir gérer le stress. Parce que quand tu contrôles toute l'entreprise, tu fais toutes les charges, c'est un peu difficile de garder le sang-froid, de ne pas être stressé. Mais en l'absence de ces compétences, ou si l'entrepreneur souhaite entreprendre avec d'autres personnes, il a la possibilité de s'associer avec d'autres personnes. C'est ce qu'on appelle l'entrepreneuriat à plusieurs, qui a des avantages et des inconvénients et nécessite également des compétences particulières. Donc, parmi les avantages, qui est le partage des risques, la répartition des tâches, avoir la disponibilité de capitaux financiers importants, parce que chacun va faire un apport, profiter des réseaux des associés. Et l'inconvénient, par exemple, qui est la démarche de création plus longue. Par exemple, créer une salle nécessite plus de temps et d'étapes que l'entreprise individuelle. Le risque de conflit entre des associés. Parce que parfois, il est difficile de se mettre d'accord sur une décision opérationnelle ou stratégique, ce qui peut compliquer le bon fonctionnement de l'entreprise et peut empêcher les associés de saisir des opportunités offertes par le marché. Je vous donne un exemple. On a une salle qui est gérée par 3 personnes
déjà tu as une opportunité de signer avec un client à l'étranger, mais les associés n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les termes du contrat. Et après plusieurs réunions sans résultat, l'opportunité a été saisie par un concurrent. Donc l'entreprise a perdu dès que la chance de se développer sur de nouveaux marchés. Donc pour réussir cette forme d'entreprise, quelles sont à votre avis les compétences que les associés doivent avoir? On peut dire savoir être à l'écoute de l'autre, des autres associés et les convaincre aussi, supporter les critiques, faire des compromis, et surtout se remettre en question et accepter que son avis ne soit pas toujours suivi. Donc pour conclure, chaque scénario a des avantages et des inconvénients. Et souvent les inconvénients d'une forme d'entrepreneuriat représentent les avantages de l'autre. Donc, malgré ces explications, Madame Hiba n'arrive toujours pas à trancher et elle a besoin de savoir pourquoi le choix de la forme juridique est important. Donc, le choix de la forme juridique, comme j'ai dit, est une étape fondamentale dans la création de l'entreprise car elle influence non seulement la gestion administrative, mais elle impacte également la responsabilité des associés, le régime fiscal, les formalités administratives et la crédibilité de l'entreprise auprès des partenaires. On va commencer par le premier élément qui est la responsabilité des associés. Donc, la question de la responsabilité est l'un des éléments les plus importants pour le choix de la forme juridique. Ce choix détermine la mesure dans laquelle les associés ou l'entrepreneur peuvent être tenus responsables des dettes de l'entreprise. Je vous donne un exemple. Donc, dans une entreprise individuelle, l'entrepreneur est responsable des dettes de l'entreprise en engageant toute la totalité de son patrimoine personnel. Par exemple, Edna Monsieur Samy qui a créé une boulangerie en tant qu'entreprise individuelle et a demandé un crédit pour acheter le matériel. Mais en cas de non-paiement, la banque elle va saisir les biens personnels de Samy, par exemple la voiture, le compte bancaire, la maison. Car dans l'entreprise individuelle, il y a une séparation entre le patrimoine personnel et le patrimoine de l'entreprise. D'autres formes comme la SA ou la SARL par exemple, elles limitent la responsabilité des associés au montant de l'apport initial. Le deuxième élément est le régime fiscal, qui varie également en fonction de la forme juridique choisie. Il y a des structures qui confient l'impôt sur les revenus, l'entreprise individuelle, d'autres formes juridiques, le régime appliqué ou l'impôt sur les sociétés. Donc, avant de choisir la forme juridique, c'est l'entrepreneur et qu'on a le régime fiscal appliqué, ou impôt il souhaite payer. Alors, le troisième élément, donc les formalités administratives varient également en fonction du statut juridique choisi par les associés. En fait, chaque forme juridique est associée à des obligations de création et de gestion qui sont différentes. Par exemple, la création d'une personne physique se fait en beaucoup moins d'étapes que la création d'une SARL. La SA, par contre, demande des formalités plus lourdes. Donc, le choix de la forme juridique doit tenir compte des contraintes administratives et des formalités que les entrepreneurs doivent suivre. Et le quatrième élément, c'est les opportunités du financement. On parle de l'accès au financement externe, par exemple. Donc, pour certaines formes juridiques, l'accès au financement externe est plus facile que dans d'autres structures. Par exemple, un entrepreneur qui fabrique des produits artisanaux, s'il a besoin des fonds pour financer l'ouverture d'un autre magasin, la SARL est mieux. La SARL représente le choix le plus adapté dans ce cas, car il lui offre plus de crédibilité auprès des banquiers qu'une entreprise individuelle. Il aime ça avec le statut de la société à responsabilité limitée, l'accès au financement est plus facile qu'il aime ça avec le statut d'une entreprise individuelle. Donc, pour faire le bon choix du statut juridique, plusieurs critères doivent être analysés et pris en compte. Parmi ces critères, je cite par exemple la nature de l'activité.
Certaines activités au Maroc sont soumises à une réglementation spécifique et nécessitent une forme juridique particulière. Par exemple, l'activité des avocats. Cette activité elle est réglementée au Maroc et un cabinet d'avocats ne peut pas être créé sous forme de société commerciale. La structure adaptée à ce genre d'activité ou à ce métier, il y a la société civile professionnelle. Un autre exemple, est le secteur de la finance. Les assurances, par exemple, les holdings d'investissement, les banques, ont une réglementation stricte. L'objectif est de protéger les clients et garantir la transparence. Dans ce cas, la SA est imposée pour ce secteur d'activité, car c'est la forme juridique la plus contrôlée et bien structurée. Il y a aussi des activités qui confirment un risque élevé, que ce soit un risque financier ou même un risque environnemental. La limitation de la responsabilité des associés face au secteur d'activité est très importante. Par exemple, les industries chimiques, l'exploitation minière. D'où les risques sont élevés, d'où la nécessité d'une forme juridique qui limite la responsabilité des associés et facilite la levée des fonds. J'ajoute un dernier exemple pour la nature de l'activité, qui est l'exemple d'un artisan qui fabrique des pochettes en cuir et il travaille seul sans associé. Il n'a pas de salarié, donc la forme juridique adaptée à son activité est une entreprise individuelle. Le deuxième critère, c'est la volonté de s'associer. Donc, c'est la volonté des associés de collaborer ensemble pour réaliser un projet en commun et partager les bénéfices qui en résultent, tout en partageant également les risques. Donc, c'est l'élément fondamental dans la volonté de s'associer, le partage des risques, le partage des risques et le partage des bénéfices. Le troisième élément, c'est le niveau de responsabilité. Donc, on a déjà vu que l'entrepreneur individuel engage son patrimoine personnel pour rembourser les dettes de l'entreprise. Pour les autres formes, par exemple, comme la SA ou la SARL, en cas de faillite ou de dette, les associés ne vont pas perdre plus que ce qu'ils ont apporté le capital de la société au moment de la création. Et le patrimoine personnel d'Yelhom, comme par exemple la maison, la voiture, le compte bancaire, ne seront pas touchés, ils ne seront pas saisis. On passe maintenant aux critères des modalités de fonctionnement. Donc, il s'agit en ce moment de comprendre les obligations comptables, comment les décisions sont prises et les rôles des gérants pour chaque forme juridique. Par exemple, les entreprises individuelles, les modalités de fonctionnement finales sont très simples. Parce que l'entrepreneur est le seul maître à bord, donc il prend toutes les décisions, il a le contrôle de son entreprise. La comptabilité également elle est très légère et simplifiée. La salle, par contre, est dirigée par une ou plusieurs personnes définies dans les statuts. Dans le cas des associés ou les gérants, ils assurent la gestion quotidienne de la salle. Et en ce qui concerne les grandes décisions, comme par exemple la validation des comptes annuels, la distribution des bénéfices, des décisions elles sont prises suite au vote majoritaire lors d'une assemblée générale ordinaire. Mais en ce qui concerne les décisions de grande ampleur, par exemple la modification des statuts, l'augmentation du capital social ou la cession des parts sociales, l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire cette fois-ci est obligatoire. Les modalités de financement varient également en fonction des formes juridiques. Par exemple, le capital minimum pour créer une SA est de 300 000 dirhams pour les SA non cotées en bourse et 30 millions de dirhams pour les SA cotées en bourse. Donc, si les associés n'ont pas cette somme au démarrage, ils ne peuvent pas choisir la SA. Donc, le choix de la forme juridique dépend également des ressources financières disponibles. Un autre exemple, il y a l'entreprise individuelle qui est financée par les ressources de l'entrepreneur et il ses économies. Ou là, il fait appel au financement bancaire. Mais généralement, les entreprises individuelles elles font face à plusieurs défis pour accéder au financement bancaire. Et pour obtenir les crédits, ils sont dans l'obligation de fournir des garanties personnelles. Par exemple, le titre foncier.
Et vu que l'entreprise individuelle m'a fait un capital social, donc l'entrepreneur ne peut pas faire appel aux investisseurs externes ou vendre des parts sociales de son entreprise. Donc ما كاينش des parts sociales, et l'investisseur externe, il injecte الفلوس ديالو في هذه l'entreprise individuelle, qu'est-ce qu'il aura en contrepartie? والو. Donc ما كاينش la possibilité de faire appel aux investissements externes. Et le dernier critère, les objectifs de développement. Par exemple, les motivations de développement, de croissance, l'internationalisation de l'entreprise, l'appel aux investisseurs. Hadou kamil font partie des objectifs de développement des entrepreneurs et ils doivent choisir la forme juridique adaptée à leur vision de développement. Donc, imaginez si un entrepreneur qui a des ambitions très limitées, il souhaite travailler seul et gérer lui-même son activité sans l'intervention des associés ou des investisseurs. Donc, à votre avis, quelle est la forme juridique qu'il doit choisir? Effectivement, donc l'entreprise choisie, ça va être l'entreprise individuelle. C'est le choix qui est conseillé dans ce cas, parce que l'objectif de l'entrepreneur est pas la croissance de l'activité, mais c'est surtout le maintien de la stabilité et de l'autonomie. Contrairement au SA, par exemple, où les actionnaires sont très ambitieux et motivés et visent le développement de leurs activités, notamment à travers l'ouverture de capital aux investisseurs ou à travers l'appel public à l'épargne. Donc, pour faire le bon choix, il est nécessaire de tenir en compte l'ensemble de ces critères, les analyser pour faire ressortir les avantages et les inconvénients de chaque structure juridique. Au Maroc, par exemple, jusqu'à juillet 2024, 57% des immatriculations en registre de commerce sur un total de presque de 2 200 000 entreprises concernent les personnes physiques et 42 seulement ont opté pour la société avec une personnalité morale. On revient maintenant à Madame Hiba qui a opté pour l'entreprise individuelle après avoir analysé les différents scénarios. Donc, pour l'entreprise individuelle, elle a la possibilité de s'immatriculer au registre de commerce en tant que personne physique ou là opter pour le statut de l'auto-entrepreneur. Et comme d'habitude, Madame Hiba, il a besoin de comparer les deux solutions pour en choisir une. Donc, on va commencer par la personne physique. Donc, on va se baser sur la définition suivante. L'entreprise individuelle est une structure juridique simple et flexible exploitée par une seule personne, bien évidemment par une seule personne physique. Sur le plan juridique, l'entreprise individuelle n'a pas de personnalité morale. L'entreprise et le chef d'entreprise forment une seule personne. Le nombre d'associés, c'est une seule personne. Pour la personne physique, il n'y a pas de capital social, donc l'entreprise est financée par les fonds propres de l'entrepreneur et il n'y a pas un capital minimum requis. Alors, pour la fiscalité, le régime appliqué, c'est l'impôt sur les revenus. La responsabilité de l'entrepreneur est indéfinie et son patrimoine personnel va servir de garantie et sera saisi en cas de difficulté financière. Ce statut de la personne physique offre plusieurs avantages. On va commencer par la procédure de création simple. Alors, avant de passer aux autres avantages, je vous propose de vous présenter la procédure de création d'une personne physique. Alors, la création d'une personne physique se fait uniquement en 2 ou 3 étapes, le cas échéant. La première étape qui est facultative, donc c'est pas une obligation légale, c'est un choix. Donc, la personne physique, elle a le choix entre l'immatriculation au registre de commerce avec son nom et prénom ou opter pour l'enseigne. Pour faire connaître son commerce, dans ce cas, la personne physique l'enseigne, il doit demander le certificat négatif pour être sûr que l'enseigne demandée est disponible et n'est pas déjà utilisée. L'objectif est éviter les conflits avec le titulaire des droits antérieurs. Mais je tiens à préciser un point très important, que l'enseigne a une protection locale qui porte uniquement sur le territoire lié au tribunal où l'entrepreneur va s'immatriculer. Un exemple. On a par exemple le stade pharmacie Rahma. Pharmacie Rahma, elle est protégée uniquement au stade.
Donc, si une autre personne souhaite utiliser pharmacie Rahma في Barchid, parce qu'il y a un autre tribunal, il a la possibilité de s'immatriculer avec pharmacie Rahma. Donc, la protection, elle est locale. La deuxième étape concerne, bien sûr, la deuxième étape de création d'une personne physique concerne l'inscription à la taxe professionnelle auprès de l'administration des impôts. La troisième et la dernière étape concerne l'immatriculation au registre de commerce pour obtenir le numéro du RC. Un autre avantage pour l'entreprise individuelle, il y a la flexibilité de gestion, le contrôle total. Mais cette forme présente également des inconvénients comme la charge du travail, l'accès au financement, les limites de développement, la responsabilité illimitée qui engage le patrimoine personnel de l'entrepreneur. On passe maintenant à la deuxième possibilité de l'entrepreneuriat individuel, où il y a le statut de l'auto-entrepreneur. Donc, plusieurs personnes ont des idées de projet, mais qui font face à des difficultés lors de son exécution, notamment en ce qui concerne les démarches administratives, qui sont plus ou moins lourdes. Donc, pour simplifier ce processus de création, et pour faciliter la création des entreprises, des micro-entreprises et sortir de l'informel, le statut de l'auto-entrepreneur a vu le jour au Maroc en 2015. Donc, l'auto-entrepreneur est toute personne exerçant à titre individuel une activité industrielle, commerciale, artisanale ou prestataire de services dont le chiffre d'affaires annuel encaissé ne dépasse pas les 500 000 dirhams pour les activités industrielles, commerciales et artisanales et 200 000 dirhams pour les prestations de services. Bien sûr, le nombre d'associés qui en a un entrepreneur unique, mais qu'il y a un capital minimum requis. Alors, pour l'impôt, qui a le régime qui s'applique, c'est l'impôt sur le chiffre d'affaires. Il y a un pourcentage de 0,5% du chiffre d'affaires pour les activités commerciales, industrielles ou artisanales et 1% du chiffre d'affaires pour les prestations de services. Alors, pour la responsabilité de l'auto-entrepreneur, elle est illimitée et engage le patrimoine personnel de l'auto-entrepreneur, sauf la résidence principale, qui ne peut pas faire l'objet de saisie conformément à la loi 114-13 relative à l'auto-entrepreneur. Mais il faut faire attention à un point très important. Si cette résidence principale sert de garantie pour un prêt bancaire, elle sera saisie pour rembourser les dettes. Donc, ma la maison la résidence principale de l'auto-entrepreneur, il est en tant que garantie pour obtenir le crédit. Pour les avantages, on retrouve la procédure de création simplifiée qui se limite en 3 étapes. La première étape, c'est la préinscription sur le registre national de l'auto-entrepreneur. La deuxième étape, l'inscription dans l'agence bancaire la plus proche. La troisième et la dernière étape, c'est la validation de l'inscription et l'obtention de la carte de l'auto-entrepreneur. On a le système de la télédéclaration, donc l'auto-entrepreneur qui déclarera sur le chiffre d'affaires réalisé, il procède au paiement de l'impôt. Qui a la possibilité de l'exercice de l'activité à domicile, donc qui est domicilié l'activité dialo la résidence dialo, fdaro. J'ajoute également un avantage de la couverture sociale. L'auto-entrepreneur est également dispensé de la tenue de la comptabilité, où l'un des principaux avantages est la facturation des prestations, ce qui facilite le travail de l'auto-entrepreneur avec ses clients, les canaux entreprises ou des organismes publics. Donc, ce statut présente également des inconvénients. Par exemple, le chiffre d'affaires limité, ce qui va entraver la croissance de l'auto-entrepreneur, la charge du travail, les limites dans la déduction des charges. Et dans l'auto-entrepreneur ne peut pas déduire aucune charge, même son chiffre d'affaires réalisé. L'impôt, il est calculé sur la base du chiffre d'affaires et non pas sur la base du bénéfice réalisé. Donc, le chiffre d'affaires, le statut de l'auto-entrepreneur n'est pas adapté aux activités qui nécessitent des dépenses importantes. Je vais vous donner un exemple pour bien comprendre ce point. Il y a un artisan qui vend des ceintures artisanales à 200 dirhams chacune. La production, c'est 50 dirhams pour chaque ceinture. Mais l'impôt, il est calculé sur la totalité des 200 dirhams et non pas sur les 150 dirhams qui représentent le bénéfice.
نرجعو يعاود à Madame Hiba, qui a décidé de s'immatriculer au registre national de l'auto-entrepreneur, mais après 3 ans d'existence, à Agadir, le chiffre d'affaires réalisé a dépassé le seuil autorisé par le statut de l'auto-entrepreneur. Hiba a réussi à faire des économies et se sent prête aujourd'hui à développer son activité en ouvrant un autre magasin à Marrakech et en créant un site de vente en ligne. Cependant, il doit trouver des fonds pour investir et des compétences en informatique. Il a pensé à sa cousine et amie d'enfance Sahar, naturopathe de profession, qui vient de vendre sa maison à Agadir, ainsi qu'à son frère Badr, informaticien actuellement en chômage. Donc tous les deux souhaitent collaborer au nouveau projet de Hiba. Donc Hiba, Sahar et Badr vont devenir associés. Donc il s'agit maintenant pour Hiba de choisir une autre forme juridique, mais il ne sait toujours pas laquelle. Donc, pour prendre une telle décision, il est nécessaire d'analyser encore une fois les différentes solutions possibles pour entreprendre à plusieurs. Mais notre analyse va se concentrer essentiellement sur la société à responsabilité limitée, car c'est la forme juridique la plus utilisée au Maroc. Et on va conclure avec une brève analyse comparative des autres formes juridiques. Donc, عندنا في المغرب, la société à responsabilité limitée, عندنا فيها 47.3%. Ou la société à responsabilité limitée par associé unique فيها 46.1%. Uniquement 4.2 ديال les immatriculations اللي هما S1 et 1.6 فيها كاع les autres formes juridiques. Donc la SARL la société à responsabilité limitée est une forme de société commerciale qui combine des éléments des sociétés de personnes et des sociétés de capitaux. Mais avant de passer aux autres caractéristiques de la S1, il faut faire la différence entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux. Les sociétés de personnes reposent sur la relation de confiance entre les associés. Donc, ce qui compte le plus dans cette catégorie est la personne des associés et non pas les capitaux apportés. Par exemple, la SAR, la société en nom collectif. Contrairement aux sociétés de capitaux, qui s'intéressent aux capitaux investis, peu importe l'identité des associés ou des actionnaires. Et là, les associés et les actionnaires, parfois, ne se connaissent même pas. Donc, ce qui intéresse la société à responsabilité limitée, c'est le montant du capital apporté. Mais si je connais les apporté le capital. Donc, le nombre d'associés, c'est entre une personne à 50 associés. Parce que c'est qu'il y a l'exception de la société à responsabilité limitée à associé unique. Alors, pour le capital social, il y a un minimum de capital. La fiscalité, qui est l'impôt impliqué ou l'impôt sur les sociétés. Et pour la responsabilité, il est limité aux apports. Par exemple, l'entreprise ABC, la société ABC est constituée de 3 associés. Chacun a apporté 100 000 dirhams. Donc, nous avons un capital de 300 000 dirhams. Mais après 2 ans d'activité, la société n'est plus solvable et elle a accumulé des dettes auprès des banques qui s'élèvent à 400 000 dirhams. Les associés dans ce cas ne sont responsables qu'à hauteur de leurs apports, soit un total de 300 000 dirhams. Donc, si les actifs de la société ne sont pas suffisants pour rembourser les dettes, les associés ne perdront pas plus que ce qu'ils ont investi. Et leur patrimoine personnel ne sera pas saisi. Mais il est très important de faire attention à 2 exceptions dans ce cas, où la responsabilité deviendra illimitée. Dans le premier cas, où l'un des associés a personnellement cautionné le prix. هو مشى عند لابوك وقال لهم انا غنتحمل انا هو اللي غنتحمل لا ريسبونسابيلتي ديال هاد لو ديت هذا دون سو كا هو اللي غيتحمل المسؤوليه باغ لا سويت. اولا لو دوزيام كا هو فين لي اسوسيي كيكونوا داروا اون فوت غراف كي كوزي لانسولفابيليتي اي لاكومولاسيون دي ديت. دون سو كا لا ديسيزيون كترجع للتريبيونال هو اللي كيديسيدي واش هذيك لا فوت الى هي بصح ريسبونسابل ديال هاد لانسولفابيليتي وشحال شكون اللي غادي كيفا rembourser هاد لي ديت.
Donc, les avantages, on a la flexibilité de gestion, l'absence de capital minimum, le contrôle des associés sur les cessions de parts sociales. Donc, les parts sociales de la SAR, même que يتباعوا إلا ما كانوش les autres associés كاملين موافقين على هذا البيع هذا. Alors, pour les inconvénients, on a les formalités de création à respecter. Donc, il y a plusieurs étapes de création. On a le fonctionnement rigide, donc même que les parts sociales sans l'accord de tous les associés. On a les contraintes comptables. Et bien sûr, la procédure stricte d'entrée de nouveaux associés. Passons maintenant aux autres formes juridiques de société. On va commencer par la SA. La SA est constituée par un minimum de 5 associés. Le maximum n'est pas déterminé par la loi. Son capital ne doit pas être inférieur à 300 000 dirhams pour les SA non cotés et 3 millions de dirhams pour les SA cotés en bourse. Il est soumise au régime de l'impôt sur les bénéfices, impôt sur les sociétés. Son principal avantage est la facilité de lever des fonds et son principal inconvénient reste le capital élevé et la complexité de gestion. Pour la société en nom collectif, il est constitué de deux personnes physiques ou morales ou plus. Le capital minimum maintenant ما كاينش un minimum légal pour créer la société en nom collectif. Elle est généralement soumise à l'impôt sur le revenu avec une option pour l'IS. Donc, tous les associés ont la qualité des commerçants et leur responsabilité est illimitée et solidaire. En d'autres termes, si la société en nom collectif ne peut pas payer ses dettes, les créanciers peuvent se tourner vers n'importe quel associé pour exiger le paiement complet sans obligation de diviser la dette entre les associés. Responsabilité illimitée et solidaire entre les associés. Les avantages de la forme juridique ou la simplicité de création et la souplesse de gestion, et les inconvénients, on peut citer les difficultés à lever des fonds et à attirer des investisseurs. Pour la société en commandite simple, il faut au moins un commandité et un commanditaire. Le commanditaire ou l'associé gestionnaire qui gère le quotidien de la société avec une responsabilité illimitée. Le commanditaire ou l'associé investisseur. Il a une responsabilité limitée à son apport. Cette forme juridique est généralement soumise à l'IR. L'IS, elle est optionnelle. La responsabilité, elle est indéfinie et solidaire pour les commandités, comme j'ai dit, et limitée pour les commanditaires. Pour la société en commandite par action, il faut au moins un commandité et 3 commanditaires. Pas de minimum légal pour le capital social. Le régime fiscal ou l'IS. La responsabilité elle est indéfinie et solidaire pour les commandités et limitée pour les commanditaires. Le principal avantage ou la possibilité de faire appel public à l'épargne. L'inconvénient ou le risque élevé pour les commandités et la complexité de cette structure. Ce n'est pas une forme juridique qui est facile à gérer. Et la dernière forme juridique que je vous propose aujourd'hui, il y a la coopérative, qui doit être constituée par 5 personnes au minimum. Le minimum de capital est 1000 dirham. La fiscalité appliquée est l'IS. La responsabilité des membres est limitée au montant des parts qu'ils ont souscrites. Parmi les avantages qu'il y a la fiscalité avantageuse et surtout le soutien gouvernemental. Et parmi les inconvénients, c'est que cette forme juridique est limitée au secteur spécifique. Même que les secteurs d'activité qu'on a créés sous forme de coopérative, la complexité pour attirer des investisseurs externes. Donc, pour conclure, le choix de la forme juridique est déterminé par les objectifs, les ressources disponibles et le niveau de risque que les associés sont prêts à assumer. Donc, je vous remercie. Ma présentation a touché à sa fin. Je vous remercie pour votre réactivité et à très bientôt, Inch'Allah.